Nous sommes réunis pour la fête des faucheurs, ceux qui fauchent le maïs. Cela pourrait être du blé. Regardez comme les mots sont intéressants en français. On dit que le blé est fauché, mais il n'y a pas que lui. Des gens sont aussi fauchés, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de blé. On dit qu'ils sont sur la paille. Mais par qui sont-ils fauchés? Par des faucheurs qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de blé et qui disent toujours plus. Il m'en faut, il m'en faut. Oui, mais la faux fauche. Elle fauche le blé produit par l'économie. Et qu'en fait-elle? Elle va le placer dans une économie génétiquement modifiée. Oui, parce que dans une économie réelle, l'être humain travaille. Dans l'économie génétiquement modifiée, c'est l'argent qui travaille. Et il travaille beaucoup mieux que l'homme, à commencer par ce faucheur volontaire. Volontaire? Quelle horreur! Un fauché esclave, oui, mais un faucheur volontaire, c'est de la graine de vaurien, oui, de vaurien. Mais la graine vaut quelque chose, elle. Elle ne vaut pas rien, elle vaut de l'or. Et toi, faucheur vaurien, achète tes graines et tu verras. Quand tu auras compris, tu seras fauché. À dire vrai, tout cela est un problème de faux. D'autres diront que c'est un faux problème. Vous voyez comme il est difficile de discerner le vrai du faux. Or, c'est ce dont nous avons le plus besoin, le discernement. Nous devons donc travailler sur le discernement, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui manque le plus. Et il faut pour ça aller remonter très très loin dans les causes. Et dans les causes des causes. Il nous faut remonter jusqu'à comprendre réellement les phénomènes qui sont à la base de toute chose, dans le domaine de l'économie comme dans celui de la démocratie. Et aujourd'hui, nous allons le faire pour la démocratie. Et nous allons nous aider d'une œuvre, d'un travail qui a été fait par la philosophe Simone Weil. Et elle a écrit peu de temps avant de mourir un texte qui s'appelle L'enracinement et qui en fait est une sorte de réflexion sur ce qui serait à la base d'une constitution. Albert Camus a dit de ce texte qu'il était incontournable pour tout travail sur la démocratie et sur la Constitution. Et dans ce texte, Simone Weil va donc, ce texte qui s'appelle L'enracinement, qui montre à quel point la France est déracinée et qu'elle doit trouver ses racines. Et que chaque personne doit trouver son propre enracinement dans un ordre, une organisation qui répond à des critères de base qu'elle va définir. Et vous allez voir comme ces critères sont étonnants. Elle commence par parler des obligations, c'est-à-dire des devoirs. Et elle distingue donc, comme on le fait d'habitude, on parle des droits et des devoirs. Mais elle parle d'abord des devoirs. Et elle dit qu'ils doivent précéder absolument toute chose. Et qu'il ne faut surtout pas se tromper en plaçant d'abord les devoirs, en plaçant d'abord les droits avant les obligations, les devoirs. Elle dit « Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits
et d'autre part des devoirs. Un homme, considéré en lui-même, a seulement des devoirs. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. Et lui, il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres, qui se reconnaissent des obligations envers lui. Vous voyez cette façon originale de présenter d'abord l'obligation, et le droit n'existe que parce qu'une personne est consciente de ses obligations. Et ça donne à ce moment-là des droits à l'autre. L'obligation est dans le sujet et le droit est dans le monde objectif, dans ce qu'elle appelle les objets en tant que philosophe. Donc les autres personnes, les droits existent de par le fait que d'abord et avant tout, j'ai la conscience des obligations que j'ai envers les autres. Ça peut paraître une distinction très subtile, une distinction de philosophe. En réalité, il s'agit là de quelque chose de très très important et j'espère que nous allons pouvoir le rendre assez compréhensible dans ce qui va suivre. Alors elle dit que ce qui est du domaine des devoirs, des obligations, est d'un domaine très général qui n'est pas conditionné, qui est inconditionné, comme elle dit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une valeur universelle. Tandis que les devoirs sont conditionnés par la situation dans laquelle se trouve la personne envers qui j'ai des obligations. Selon les pays, selon l'époque, selon les circonstances, etc., les devoirs peuvent varier. Ou la façon les droits peuvent varier, la façon de répondre à ces droits peut varier. Mais les obligations sont des choses qui sont intemporelles et universelles. Alors, vous pouvez déjà vous lire, mais au fond, nous avons la Déclaration des droits de l'homme. Vous voyez, on a pris la chose à l'envers. On a mis la charrue avant les bœufs. On a fait la Déclaration des droits de l'homme, alors que Simone Veil proposerait, elle, de faire une déclaration des obligations de l'homme. Et ça changerait, ça renverserait absolument tout. Vous pouvez le comprendre ça plus facilement avec un ou deux exemples. Prenez la situation d'un petit enfant. On dit qu'un petit enfant, tout enfant, a droit à l'éducation. Mais un enfant de 3 ans ne peut pas formuler un tel droit. C'est donc celui qui l'éduque qui a l'obligation. Le parent, l'entourage, etc., c'est eux qui ont l'obligation. D'abord, il y a l'obligation de s'occuper de l'éducation de l'enfant, et à ce moment-là, on répond au droit qu'a l'enfant à une éducation. Si vous prenez dans le domaine de l'économie, dans le domaine des entreprises, on parle du droit des actionnaires. On ne parle pas des obligations des actionnaires. Si on en parlait, bien des choses s'inverseraient. On commencerait à regarder la question du capital d'une façon tout à fait différente. Donc il faudrait nous exercer à regarder dans chaque situation où sont d'abord les obligations et comment apparaîtraient à ce moment-là les droits. C'est un grand renversement et ça changerait totalement la démocratie si nous procédions ainsi.
Alors Simone Weil va commencer à regarder, examiner plusieurs devoirs, plusieurs obligations. Elle va d'abord dire que les obligations sont un besoin de l'âme. C'est un besoin qui vit d'abord en chacun, donc pas quelque chose qui est amené de l'extérieur. Elle va par exemple parler de la liberté en tant qu'obligation, en tant que devoir. Ça peut paraître bizarre, hein? Liberté, obligation, tiens. Et elle va aussi parler de l'obéissance. Et nous allons nous occuper un peu plus de cette catégorie-là. Hein? L'obligation d'obéissance. Nous parlons de la désobéissance civile. Hein? Nous sommes aussi un peu là pour ça, je crois. Hein? Et si l'on arrive à la désobéissance civile, pour quelle raison? Qu'est-ce qui, avant, n'a pas été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été compris dans l'obéissance? Nous obéissons tous à des règles qui sont établies. Par exemple, avec notre voiture, en principe, si tout va bien, nous roulons à droite. Et nous sommes tous d'accord de rouler à droite. Dans d'autres pays, on roulera à gauche. Aucune allusion politique hein, là-dedans. Hein. On est dans une voiture, là. Hein. Si vous regardez maintenant dans le détail, vous verrez qu'il y a beaucoup de règles que nous acceptons et qui ont été décidées par un groupe de personnes. Par exemple, il y a un groupe de personnes qui a organisé ici toute cette réunion avec des horaires, des programmes, etc. Bon, on respecte les horaires plus ou moins. Hein. Vous voyez qu'on a des règles et on accepte qu'il y ait des personnes qui aient convenu de ces règles pour nous. On ne va pas commencer à... Vous avez mis la conférence à 11h15. Pourquoi on ne la commencerait pas à midi moins le quart? Bon, c'est à peu près ce qu'on a fait dans les faits. Hein, bon. Donc il y a un certain nombre de règles dont nous avons besoin. Nous avons besoin de règles, nous avons besoin d'une organisation. L'être humain est fait avec un squelette. Il n'a pas que des muscles. Hein. Eh bien, c'est une image, hein, bien sûr, mais nous avons besoin d'une organisation avec des conventions, des règles sur lesquelles nous ne revenons pas forcément toutes les 5 minutes. Hein. Et donc, il peut y avoir des personnes qui mettent en place des règles. Mais ces règles, il faut qu'elles soient vécues par nous, qu'on puisse les comprendre, et qu'on ait vis-à-vis de ces règles un consentement. S'il n'y a pas de consentement, si la règle est appliquée de l'extérieur et s'impose à nous, de gré ou de force, et que nous réagissons par une peur, par exemple, de la sanction, ou que nous avons une contrainte économique qui va faire que nous allons obéir à la règle, mais que nous ne la vivons pas de l'intérieur, que nous n'y consentons pas, alors à ce moment-là, nous allons nous trouver dans une situation de servilité qui est différente du fait de se soumettre à une règle. Vous comprenez la subtilité, comment il peut y avoir un passage à la servilité qui va agir sur nous d'une façon non favorable, et non favorable à l'organisme social.
Et Simone Weil dit à ce propos, « Des obligations identiques lient tous les êtres humains, bien qu'elles correspondent à des actes différents selon les situations. Aucun être humain, quel qu'il soit, en aucune circonstance, ne peut s'y soustraire sans crime, excepté dans le cas où deux obligations réelles étant en fait incompatibles, un homme est contraint d'abandonner l'une d'elles. L'imperfection d'un ordre social se mesure à la quantité de situations de ce genre qu'il enferme. » Donc vous voyez comment l'obligation s'impose à tout le monde, mais à partir d'un consentement, hein, mais qu'il peut y avoir des cas où deux obligations se contredisent. Et qu'à ce moment-là, l'individu peut être amené à privilégier l'une des obligations au détriment des autres. Je crois que vous pouvez tout à fait faire le lien avec ce qui nous réunit, hein, les faucheurs sont devant un choix. L'obligation par rapport à la nature et l'obligation par rapport au respect de la propriété individuelle. Comment tranche-t-on? C'est peut-être le cas de le dire. Vous voyez que Simone Weil prévoit une situation qui, au fond, est une situation de désobéissance civile. Et l'on peut se demander aujourd'hui, dans quelle relation sommes-nous avec toute notre organisation sociale? Est-ce que nous sommes dans une situation de consentement? Et est-ce qu'il n'y a pas de nombreuses situations où il y a comme une sorte d'opposition entre des obligations? Et on peut encore se poser la question, est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous avons mis d'abord les droits avant d'éclairer suffisamment la question des obligations? Et nous allons le voir un peu plus en détail. Parce que bien sûr, nous vivons dans un monde où il y a des dirigeants. Et Simone Weil n'exclut pas ce fait-là. Mais elle dit, le dirigeant a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Et elle prend l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, il y a un Premier ministre et un gouvernement, et il y a un roi. Mais le roi est devenu un symbole. Et elle dit, au fond, le chef qui est en dernier recours doit être un symbole. Il ne doit pas plonger dans le domaine des droits. Il doit rester dans le domaine des obligations et rappeler ses obligations. Pour ceux qui connaissent un peu le Bhoutan, vous avez un royaume qui est dans cette situation, hein, où le roi a totalement délégué au gouvernement un certain nombre de tâches, mais lui est là pour rappeler les obligations. Ce texte a été écrit par Simone Weil au moment où elle était en Angleterre, juste peu de temps avant de mourir. C'était en 1942, elle est morte en 1943, et elle était bien sûr imprégnée de la situation en Angleterre, et c'était aussi une situation de guerre. Hein. Et il faut dire que pour les Anglais, la notion du symbole comme étant le roi, en tant que symbole, à l'époque c'était un roi, maintenant c'est une reine, mais les Anglais le vivent très très fortement comme un symbole. Mais il faut aussi remarquer qu'ils sont dans une situation, une relation par rapport au droit
qui est totalement différente. En Angleterre, le droit coutumier prévaut. Il est à la base de tout le reste. Alors que nous, en France, nous sommes dans une autre situation avec le droit écrit qui est issu du droit romain et qui est totalement différent. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, vous pourrez y réfléchir, mais on peut comprendre aussi que Simone Weil ait gardé cette notion de souverain incarné dans une personne, hein, alors qu'en France, la situation est bien différente. Et alors il faut se demander, mais qui est le souverain ? En Allemagne et en Italie, vous avez un gouvernement et vous avez un président qui a un rôle symbolique aussi. En France, nous avons un président qui a tous les rôles. Le Premier ministre est là pour exécuter, hein, mais tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président, en dernier ressort. Ça veut dire que le président n'est plus dans une fonction de symbole, mais il est descendu dans le domaine des droits. On est en pleine confusion. Ça ne veut pas dire que ça marche forcément mieux en Allemagne, en Italie ou en Angleterre. Peut-être que c'est moins pire qu'en France, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Donc la question est qui est le souverain? Et ça, c'est une question absolument fondamentale sur laquelle nous devons réfléchir. Nous devons répondre intérieurement, chacun d'entre nous, qui est le souverain en France. Si vous allez en Suisse, dans la Constitution suisse, il était inscrit le souverain et le peuple. Mais ce n'est pas un mot. Ça veut dire que ça se traduit dans des faits. Ça veut dire que le souverain est celui qui a le dernier mot sur la Constitution. Aucune loi constitutionnelle ne peut être faite en Suisse sans qu'elle passe en votation devant le peuple. Regardez, comparez avec la situation en France. Oui, nous avons le 49.3 qui permet de faire passer à peu près ce que l'on veut. Et ça nous met dans une situation qui est au fond une situation d'affrontement, qui n'est peut-être pas encore tout à fait de la désobéissance civile, mais qui en est bien proche. Il n'y a qu'à voir comment certaines manifestations sont amenées à dégénérer, puisqu'il n'y a pas, à un moment donné, c'est comme si certaines personnes ne voyaient pas d'alternative. C'est devenu une sorte de tradition dans la vie française et la vie politique qu'on ne passe que par l'affrontement. On n'arrive pas au consentement. Et cela vient du fait, si on le regarde en profondeur, de la confusion qu'il y a au départ entre les obligations et les droits. Alors les Suisses ont la possibilité pour exercer cette souveraineté, ils ont la possibilité d'exercer un double droit. Et je dis bien un double droit, parce que là aussi en France nous avons de la confusion, on est très bon pour la confusion. Vous savez qu'en 2007, il y a eu une votation, un vote du Congrès pour changer la Constitution et introduire le référendum d'initiative populaire. Référendum, initiative sont accolés. En Suisse, ce sont deux droits distincts qui veulent dire deux choses très profondes. Le référendum, c'est la procédure qui s'applique lorsque
une loi a été votée par le Parlement et qu'un groupe de citoyens, ça peut être un citoyen tout seul, décide de lancer un référendum. S'il réunit 50 000 signatures, la loi doit passer en votation devant le peuple. Si le peuple dit non, la loi est abandonnée. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire comme obligation pour le Parlement. L'obligation pour le Parlement est de prévoir qu'il peut y avoir éventuellement une demande de référendum. Donc le Parlement est obligé de tenir compte. Le Parlement n'a pas le droit de voter les lois comme il l'entend. Déjà, on gagne énormément de temps de cette façon-là. Imaginez qu'une loi très quelconque, au hasard, la loi sur le travail par exemple, soit votée en votation, comme c'est le cas là, discussion au Parlement. Si nous avions le référendum législatif populaire en France, est-ce que les députés pourraient faire leur travail au Parlement de la même façon? L'autre droit, c'est le droit d'initiative législative populaire. Ça fonctionne dans l'autre sens. Là, c'est le peuple qui a le droit, c'est-à-dire un citoyen, deux citoyens, un groupe de citoyens qui a la possibilité de proposer une loi. Et la loi ne va pas aller en votation devant le Parlement. C'est devant le peuple qu'elle viendra. Le Parlement a simplement la possibilité de réfléchir sur cette proposition, de dire ben, elle nous convient, ok, on ne propose pas de contre-projet, ou bien elle ne nous convient pas et on propose un contre-projet. Ou alors on pense qu'elle ne passera pas du tout, et alors dans ce cas-là on ne fait rien, et le peuple décidera. Si le Parlement propose un contre-projet, les deux passent en votation, les deux projets. Et le citoyen décide, choisit. Vous pouvez passer en revue toutes les lois qui ont été votées ces derniers temps et vous vous rendrez compte à quel point nous avons besoin du droit de référendum. Et vous pouvez aussi regarder, mais que pourrions-nous faire si nous avions le droit d'initiative? Comment est-ce que nous pourrions choisir, dans certains domaines, de proposer des lois qui deviendraient à ce moment-là effectives, car le souverain, le peuple, l'aurait décidé. Laissez travailler votre imagination. Et là, laissez-la travailler dans le sens des obligations, des devoirs, et non pas dans le sens des droits. Parce que j'ai constaté que quand on commence par les droits, alors on a envie de revendiquer beaucoup de choses. Et ça, on peut le voir dans les groupes où l'on travaille à la réécriture d'une constitution. Si l'on ne fait pas un travail en amont, et qu'on commence tout de suite à réécrire la Constitution, et ça je l'ai observé, je l'ai vécu, hein, dans un groupe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On commence à revendiquer un certain nombre de droits. Et alors on rentre dans plein de détails, le droit à ceci, le droit à cela, etc. Chacun y va de sa proposition. Et on a l'impression qu'on a écrit les bases pour une constitution, mais selon ce que dit Simone Veil, on a
commencer la chose à l'envers. Et l'on pourrait faire la même chose avec le droit d'initiative. On pourrait tuer le droit d'initiative en faisant une profusion d'initiatives populaires, en réclamant ceci, en réclamant cela, sans aller à l'essentiel, sans remonter à ce qui fait la cause des insatisfactions que nous ressentons, la cause première. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et pour ça, il est important de comprendre ce qu'est une constitution. Une constitution, c'est un contrat entre des citoyens. Un contrat qui doit être basé sur des obligations. Hein? Alors, dans le système suisse, vous avez aussi un gouvernement. Un gouvernement qui est composé de 7 conseillers fédéraux, des ministres si vous voulez. Hein. Et vous n'avez pas réellement de président. Vous avez une personne qui change chaque année, qui est un des 7, et qui dit « D'accord, c'est mon tour, cette année je prends le rôle de président », qui est une fonction purement symbolique. Il va, par exemple, le président prononcer le discours du 1er août, la fête nationale suisse. Il va accueillir un dirigeant au pied d'un avion, si un dirigeant qui vient en visite officielle, et c'est lui qui va présider le Conseil fédéral, donc les réunions hebdomadaires des 7 conseillers fédéraux. Et il y avait un reportage il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui disait, qui avait vu sur le quai d'une gare à Neuchâtel le président en train d'attendre le train comme tous les autres citoyens. Vous voyez la différence. Hein? Ouais. Donc cette question du souverain est extrêmement importante, elle est fondamentale, c'est par là qu'on devrait commencer. Voir qui est le souverain, et à notre époque, dans notre situation, avec notre état de conscience qui est le nôtre, ici en France, on peut se dire qu'au fond le peuple devrait être le souverain. Alors certains diront oui mais il n'a pas la maturité, il n'a pas l'expérience, etc. Oui. Mais je crois qu'on peut très bien renverser la chose en disant mais c'est selon le proverbe que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Eh bien disons que c'est en citoyennant que l'on devient citoyen. Nous devons apprendre à citoyenner et peu importe si nous faisons quelques erreurs, de toute façon, nous voyons que l'autre système ne fonctionne pas, il est complètement dans une impasse, il est en panne et il ne fonctionnera pas mieux. Et lorsque la 5e année se profile et qu'on arrive en fin du mandat présidentiel, eh bien on se dit « Ah, nous allons avoir quelqu'un d'autre maintenant pour devenir le... Hein, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Hein, on voit que vous avez tout de suite un vécu par rapport à ça. Hein. Il y a une association qui s'appelle l'Association pour une Constituante, qui a été mise sur pied par André Bellon, qui est un ancien député socialiste qui avait, on va dire, claqué la porte, il le dit lui-même, hein, du Parti socialiste à un moment donné. Et maintenant, il se concentre sur un seul but, un seul objectif, appeler à une constituante, à l'élection, ou enfin à la désignation, peu importe la forme, d'une constituante, d'une assemblée qui sera chargée de réécrire la Constitution. Ça, c'est
un objectif fondamental maintenant vers lequel nous devrions nous tourner autant que vers les doubles droits. Et on pourrait inscrire dans cette Constitution ce double droit d'initiative et de référendum, c'est-à-dire ce que l'on appelle la démocratie directe, qui fait que le peuple est réellement le souverain. Et l'Association pour une constituante vient de lancer une pétition que je vous invite à signer. Vous pouvez laisser vos mails là, sur des feuilles sur la table et je vous enverrai le lien pour cette pétition qui dit présidentielle 2017 non, constituante oui. Et il argumente ça en montrant que ça ne sert à rien d'élire encore un nouveau président. Nous avons suffisamment l'expérience que ce n'est pas cela dont nous avons besoin. Il nous faut toute autre chose, il faut reprendre totalement les choses à la base. Il ne s'agit pas de créer une 6e République. Parce que si nous faisons une 6e République, nous ferons une 7e République, puis une 8e, etc. Et regardez comment ça s'est passé avec le roi. Il a fallu lui attendre le 16e pour dire non, maintenant stop. Alors allons-nous attendre la 16e République pour nous réveiller et dire maintenant cela suffit, nous voulons maintenant désigner le peuple en tant que souverain. Cela nous appartient à nous. Personne ne va le faire à notre place. Je pense que vous pouvez en être très facilement convaincus. C'est donc la première tâche sur laquelle nous devrions nous concentrer. Et aujourd'hui, nous assistons à une situation provoquée par un certain nombre de phénomènes qui fait que nous sommes engagés dans de plus en plus de choses. Nous servons de plus en plus de causes. Nous voulons défendre telle ou telle cause qui en elle-même a beaucoup de valeur. Mais il y a une cause qui dépasse toutes les autres, qui devrait faire que nous réservons du temps, nous privilégions de faire passer cette cause-là en premier, car si elle passait en premier, toutes les autres causes seraient plus faciles à traiter. Je n'ai pas besoin de faire là non plus un dessin, vous pouvez imaginer dans quoi vous êtes engagé au niveau associatif, au niveau lutte citoyenne, etc. Nous avons assisté à un film, ceux qui étaient là vendredi soir, Je lutte donc je suis. Mais quelle lutte menons-nous? Quelle est la lutte des luttes? La première lutte. Nous devons absolument rétablir le peuple, ou l'établir, car je crois qu'il ne l'a jamais été en France. Nous devons établir le peuple en tant que souverain. Et nous devrions, il n'est pas nécessaire de faire une primaire avec des candidats qui n'ont en vue que d'essayer, une fois qu'ils seront en haut de la pyramide, d'impulser les choses. Ce temps-là est fini. Le temps des pyramides est terminé depuis longtemps. Nous devons renverser la pyramide et nous dire « rien ne peut venir par en haut aujourd'hui ». Le souverain et le peuple. Et nous devons revendiquer ce droit. Et il y aurait des façons de le faire qui permettraient qu'à un moment donné, cela soit entendu. Vous savez que obéir, ça veut dire, ça vient au fond de entendre. Hein? Ça vient du verbe audire. Hein? Entendre. Donc il faut que les gouvernants, ceux qui détiennent les clés de la Constitution en France, commencent à entendre, c'est-à-dire à obéir,
à obéir au souverain. Alors, il y a maintenant une autre question très très importante, qui éclaire aussi ce problème du rapport entre les droits et les devoirs. Ce problème-là, nous pouvons tout de suite le saisir si nous parlons de ce qu'on appelle un État souverain. Vous connaissez l'expression, hein? On dit que voilà, tel État est un État souverain. Et Simone Weil dit « L'obligation ne lie que les êtres humains. Il n'y a pas d'obligation pour les collectivités en tant que telles. » C'est-à-dire que tout ce qu'elle a dit sur l'obligation s'adresse à chaque citoyen et non pas à un État. Et regardez comme cette question est fondamentale dans nos sociétés, sur l'ensemble de la planète. Regardez partout où cette question de l'État souverain est en train d'empoisonner la vie de millions et de millions de gens. Vous savez que Woodrow Wilson, président des États-Unis durant la guerre de 14-18, a proposé 14 points pour résoudre un certain nombre de questions ou de problèmes brûlants. Et dans ces 14 points, il a proposé cette phrase que vous connaissez tous, « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Renversez cette phrase et dites l'obligation des peuples à reconnaître les autres peuples. Vous voyez jusqu'où cette question des obligations peut aller. Prenez des situations comme en Israël, prenez les situations avec les Kurdes, etc., etc. Regardez si en Israël, on s'occupait des obligations. Quelles obligations avons-nous en tant que Palestiniens vis-à-vis des Israéliens et en tant qu'Israéliens vis-à-vis des Palestiniens? Quelles obligations avons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble quand on le place sur la base des obligations au lieu du droit à avoir un territoire? C'est une question insoluble. Elle sera toujours insoluble. Il faut qu'on le comprenne. Nous n'arriverons jamais à résoudre cette question-là sur la base du droit. Nous ne pouvons la résoudre que sur la base des obligations, mais une obligation à laquelle on consent. Où je reconnais les obligations que j'ai envers l'autre. Beaucoup de conflits pourraient être évités dans le monde si nous prenions les choses dans cette direction. Et bien sûr, ce que j'ai abordé là comme une question très très générale, nécessaire mais générale, il nous faut apprendre à la décliner dans le détail. Avoir à descendre maintenant et voir comment elle s'applique. Et pour ça, il faut regarder la structure de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez pensé? Qu'est-ce que c'est que l'État? Est-ce qu'on en a une conscience claire? Nous avons appris à l'école que l'État a un triple pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Et peut-être que vous n'avez jamais passé au crible de votre capacité d'analyse ces 3 pouvoirs pour vous demander, mais est-ce que ces pouvoirs-là sont réellement les pouvoirs de l'État? Et est-ce que l'État, c'est ça? Prenez le pouvoir exécutif et regardez chaque domaine de l'État. Parce qu'en général, on peut dire, sur un principe général, bon, l'État a le pouvoir exécutif. Mais avec ça, nous n'avançons pas parce qu'on reste là à des questions de principe, de généralité, et nous ne descendons pas jusque dans les situations prises les unes après les autres. Si nous le faisions, alors à chaque fois que nous avons un ministère, nous devrions nous demander, mais est-ce que pour ce domaine-là du ministère, il est nécessaire d'avoir un pouvoir exécutif régi depuis en haut? Prenez le domaine de l'éducation. Est-ce que l'État doit avoir un rôle exécutif dans le domaine de l'éducation? Ce n'est peut-être pas une mauvaise question à se poser quand on voit que l'éducation, l'État n'arrive pas à accomplir cette tâche de l'éducation. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas remarqué plus tôt. Aujourd'hui, vous avez quantité de livres qui exposent en quoi le système éducatif est dans un état de délabrement complet, qui ne répond absolument pas aux tâches qu'il s'est données, comme par exemple celle de l'égalité. Il est bien connu que le système éducatif français est un des systèmes les plus inégalitaires qui soient. Énormément d'analyses là-dessus. Et là, je précise tout de suite, au cas où il y aurait des enseignants dans la salle, je ne parle pas des enseignants, qui, eux, font du mieux qu'ils peuvent, avec la situation dans laquelle ils doivent faire avec la situation telle qu'elle est. Je parle du système. Nous avons un problème systémique. Et c'est celui-là qu'il faut examiner, car il ne suffit pas de décréter la liberté pédagogique, comme ça a été fait par exemple dans des lois Jospin il y a plus de 20 ans. Hein. Ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Il faut regarder, est-ce qu'il y a le cadre propice à ça? Et vous pouvez répondre à cette question si vous vous interrogez en regardant, mais quelles compétences a l'État pour s'occuper de l'éducation? Où sont ses compétences? Alors bien sûr, nous pourrions parler de ça pendant toute la journée, hein. Ce serait un thème en soi, qui vaut la peine d'ailleurs, hein, parce que c'est une des tâches les plus importantes, c'est de transformer l'éducation et de la libérer de l'emprise de l'appareil d'État. Mais vous allez voir tout à l'heure que ça ne veut pas dire une disparition de l'État, c'est une transformation considérable de l'État. Un État de la société civile. Hein, je vais le détailler tout à l'heure. Mais nous pouvons voir d'autres domaines où nous pouvons nous interroger, mais quelles compétences a l'État dans le domaine de la santé? Quelles compétences a l'État pour décider que les hôpitaux fonctionneront de telle et telle façon, que certains médicaments seront remboursés, d'autres ne seront pas remboursés? Quelles compétences a l'État pour dire tel vaccin est bon, tel vaccin, ok, on ne le fait pas, etc. Quelles compétences a l'État pour acheter un stock de vaccins qui ne servira pas, etc. Hein? Mais ce sont des questions très urgentes, hein, très actuelles. Hein.
est prioritaire. Vous allez peut-être être étonné, mais si nous faisions ça pour tous les ministères et secrétariats d'État, vous verriez le gouvernement fondre, mais très rapidement, au moins dans votre conscience, avant que ça ne puisse passer dans les faits. Car au fond, le rôle exécutif de l'État devrait se limiter à deux domaines principalement. Le domaine où il faut faire exécuter la loi et veiller à prendre des mesures quand la loi n'est pas exécutée ou quand l'intégrité du territoire n'est pas respectée. Et nous avons à ce moment-là les services de la police et les services de l'armée. Ceci n'est pas une organisation complètement descendue dans la société civile. Là, nous avons besoin d'une certaine gouvernance unitaire. Parce que nous ne pouvons pas avoir une multiplicité de services de police. Nous ne pouvons pas avoir une multiplicité d'armées à l'intérieur d'un même pays. Il ne peut y avoir qu'une seule police et qu'une seule armée. Vous pouvez bien le comprendre. Supposez que vous ayez un accident, je ne vous le souhaite pas, hein, mais vous n'allez pas sortir de la voiture et dire bon, ben moi je vais appeler la police un tel, et l'autre dit non, moi désolé, j'appelle la police Trucmuche. Hein? C'est tout simplement pas concevable. Donc là où il y a quelque chose d'unitaire qui est en rapport avec l'exécution de la loi, là, il y a pouvoir exécutif pour l'État. Vous voyez que ça limite sérieusement le domaine de compétence de l'État. Et ça veut dire qu'au fond, quel est le rôle central de l'État? Qu'est-ce que c'est que l'État? Au fond, le rôle est législatif principalement. Le rôle de l'État est d'organiser les règles de vie en commune. Et comme nous avons dit que c'était le citoyen qui avait en dernier ressort la possibilité de décider et de trancher, ça veut dire que l'État est dans le peuple. Et là, je vous prie de faire très très attention à la différence dans les mots, parce que nous disons toujours « l'État, c'est nous ». Non, nous le voyons tous les jours, l'État n'est pas nous. Il s'agit donc de voir tout autrement, pas dire l'État c'est nous en pensant un appareil d'État tout en haut, une sorte de superstructure construite au-dessus de la société civile, mais il s'agit de dire l'État c'est chaque citoyen. Chaque citoyen partout où il est en train de convenir de quelque chose avec quelqu'un. Quand un groupe de citoyens s'organise, par exemple, si vous décidez de faire une association loi 1901. Je prends cet exemple parce que c'est un des rares endroits dans la Constitution, dans le corpus des lois françaises où il y a une liberté totale. Les citoyens à l'intérieur d'une association loi 1920 peuvent s'organiser comme ils le souhaitent. Ils ne doivent pas déroger à d'autres lois, ça bien sûr. Mais à l'intérieur de l'ensemble, s'ils respectent l'ensemble des autres lois, ils peuvent s'organiser, prendre une direction collégiale, dire nous n'avons pas de président, pas de secrétaire, pas de trésorier. Nous prenons un autre type d'organisation. Et cela fait office de loi. Vous voyez ce que ça veut dire? Les statuts
et le règlement intérieur d'une association sont une loi. Mais une loi qui n'est pas décidée au Parlement. Une loi qui est décidée sur le terrain et qui est juridiquement opposable si jamais quelqu'un ne respecte pas les statuts. On a des possibilités d'aller même ester en justice si c'est nécessaire. Et là, vous avez un exemple de ce que ça veut dire, la différence qu'il y a entre l'État, c'est nous, et l'État, ce sont les citoyens. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire, non pas faire remonter nos revendications, la demande de j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela, hein, mais de faire descendre l'État sur le terrain, partout où les citoyens veulent se réunir pour faire quelque chose. Et si vous prenez ça comme base de départ, alors vous revisiterez totalement la notion de service public. Et nous arriverons à ce que j'appelle un service public de la société civile. La société civile étant l'État. Mais nous pouvons imaginer un service public de la société civile dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la monnaie. Dans le domaine de l'éducation, vous le verrez traité en détail dans le livre « Démocratie évolutive », qui se trouve sur la table au fond, et dans le service de la monnaie, l'organisation des services publics de la monnaie, dans le livre « Dépolluer l'économie », dont il s'agit du premier tome, qui porte le sous-titre « Révolution dans la monnaie ». Nous allons donc regarder maintenant quels seraient les principes d'un service public de la société civile qui permettrait de changer totalement le rapport du citoyen avec la chose publique. Au centre, vous voyez le service public. Ça peut être l'éducation, ça peut être la monnaie, ça peut être la santé, ça peut être l'organisation routière, l'organisation des téléphones en tant que service public. J'ose dire ça, hein, je suis peut-être un petit peu retardataire. La poste en tant que service public, etc. Hein. Les transports. Je disais les transports. Les transports, voilà. Hein, voilà. Donc on peut... Mais vous voyez, toutes ces questions, lors de toute l'époque Thatcher et Reagan, etc., où on a vu déferler maintenant une privatisation de tous les services publics. Et nous voyons que cela n'est pas loin de nous encore dans d'autres services publics comme l'éducation et la culture, etc., avec le projet TAFTA, hein, dont j'ose espérer qu'il ne passera pas. Hein. On a quand même réussi, il y a quelques années, à empêcher le passage d'un autre traité qui s'appelait AMI, qui n'était pas si amical pour la société civile, mais j'espère que nous allons faire la même chose et empêcher que le TAFTA ne passe. Et beaucoup de gens dans plusieurs pays européens s'y emploient, et j'espère que vous êtes aussi actifs dans ce domaine. Hein. Ils mettent en place des lois qui sont déjà comprises dans le TAFTA. Bien sûr, oui. Oui. Ah ben ça fait partie de la stratégie. Bien sûr, la stratégie de contournement, c'est la stratégie, vous n'avez pas voulu de ce plat-là, on va vous le resservir avec une sauce différente. Hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails de ça, hein, mais vous comprenez que le service public, il nous faut le regarder complètement autrement. Alors, ce service public, il doit s'organiser lui-même, c'est-à-dire qu'il a des obligations. On lui donne comme obligation au départ de s'organiser lui-même. Ça veut dire une banque
hein, devrait s'organiser elle-même pour répondre à la notion de service public. Une école devrait faire la même chose pour répondre aux critères du service public. Ça veut dire qu'il doit y avoir des critères très précis pour dire qu'est-ce qu'un service public de l'éducation, qu'est-ce qu'un service public de la monnaie, etc. On doit donc définir d'abord ces critères-là, et ces critères seront forcément des obligations. Car le service public, il est au service du public. Il a donc des obligations, et non pas des droits. Ce service public, comme vous pouvez le voir, ici, il a un conseil de surveillance, un conseil de veille. Et tous les organismes ici ont un conseil de veille. Tous ceux que vous voyez ici, ils ont un conseil de veille. Et ce conseil de veille siège à ce conseil des représentants d'ONG qui se sont spécialisés dans les domaines concernés par le service public en question. Ça peut être des questions liées, si c'est sur la monnaie, c'est des questions monétaires, bien sûr, mais ça peut être aussi des questions d'environnement. Pour voir est-ce que l'institution monétaire qui fait des prêts tient compte suffisamment des contraintes environnementales dans les prêts qu'elle accorde. Est-ce que le projet pour lequel on demande un prêt inclut les contraintes environnementales ou les contraintes d'une santé au travail, on va dire, hein, respect, voilà, etc., etc. Donc, dans le conseil de veille de chaque institution, il y a la société civile est représentée. Maintenant, au-dessus, à votre gauche, vous voyez le conseil de coordination. Ce conseil, il est constitué, vous voyez une double flèche entre le service public et le conseil de coordination. Chaque institution du service public, chaque école par exemple, va envoyer un représentant dans ce conseil de coordination. Ce conseil de coordination est régional. Même, et quand je dis régional, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de régions analogues à Languedoc-Roussillon, PACA, etc. Ce ne sont pas ces régions-là dont je parle. C'est quelque chose qui peut être très localisé, de façon que l'institution qu'est ce conseil de coordination ne soit pas trop grande, qu'on puisse y travailler, qu'on ne soit pas 200 pour y travailler, un nombre raisonnable. Donc ce conseil de coordination, y siègent des représentants du service public en question, de l'institution en question, et des usagers également. Et ils ont plusieurs missions. La première est d'observer les besoins du terrain, les besoins de la région où agit ce conseil de coordination. Par exemple, si avec une école, on s'apercevait qu'il y a un type d'enfant pour lequel on ne sait pas comment procéder pour les éduquer, et aujourd'hui on voit de plus en plus d'enfants différents apparaître, eh bien le conseil de coordination aurait l'obligation de se saisir de cette question et de trouver les solutions. C'est dans ses obligations, trouver les solutions. Et lorsque vous mettez des citoyens en situation où ils doivent trouver des solutions, eh bien ils vont en trouver. Si les solutions ne sont pas parfaites, eh bien on améliorera avec le temps. Hein? Mais de cette façon-là, on peut être très proche, on peut avoir un service public très mobile qui évolue avec les situations du terrain. Et non pas un espèce de mammouth
irréformable. La deuxième tâche, la deuxième obligation est celle d'étudier les rapports d'audit. On va y venir tout à l'heure quand on va parler de l'Institut d'audit. Le Conseil de coordination va aussi donner l'accréditation à chaque institution de service public. Ça veut dire, par exemple, une école va demander une accréditation. Si elle ne l'a pas, elle ne peut pas exercer, se prévaloir d'être dans le domaine du service public. Ça veut dire aussi qu'elle ne touchera pas des fonds publics. Et la quatrième obligation de ce conseil est de juger les litiges et les plaintes. Il faut toujours prévoir qu'il puisse y avoir des dysfonctionnements et que de là résulte un besoin d'arbitrer. Alors on peut prévoir un premier niveau d'arbitrage au sein du conseil d'administration et on pourra s'apercevoir que la plupart des litiges ou des plaintes pourront être traités dans ce cadre-là avant d'aller éventuellement dans une autre instance ou d'aller dans le domaine de la justice à ce moment-là. Donc bien sûr, ce conseil de coordination a un conseil de veille aussi, pour veiller qu'il remplit bien ses obligations. Et puis, à droite, vous voyez le Conseil national des usagers. Alors, ce Conseil national, il a une tâche très, je ne veux pas dire qu'elle est simple, mais unique. Il a pour tâche de définir les critères budgétaires pour chaque institution du service public. Par exemple, une école, pour l'année 2017 par exemple, le Conseil national devrait dire, en fonction de son nombre d'élèves, il a le droit à tant de budget. S'il dépasse, s'il reçoit plus d'argent que ce qui lui est autorisé, il devra le reverser à une institution. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant comment ça fonctionnera, c'est décrit dans mon livre Dépolluer l'économie. Le budget est plafonné pour chaque institution et ce plafonnement est défini par ce Conseil national des usagers. Ce qui veut dire par exemple qu'une école de la banlieue nord-est de Paris serait traitée de la même façon qu'une école de la banlieue ouest de Paris, Neuilly par exemple, ayant le même traitement par rapport au nombre d'élèves. Si jamais l'école de Neuilly recevait beaucoup de dons et qu'elle dépassait son plafond budgétaire, alors elle devrait reverser ses dons à un organisme prévu pour cela. Vous voyez par cet exemple qu'il est possible, pour chaque question qui se pose, de trouver une solution en restant dans le domaine de la société civile. Et bien sûr, il faut que tout ça soit contrôlé pour voir si ça fonctionne bien. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir un institut d'audit qui viendra auditer toutes les institutions. Il peut y avoir même plusieurs instituts d'audit. Alors vous pourrez dire, oui, mais un institut d'audit, mais qui va garantir que l'institut d'audit fonctionne bien? Alors bien sûr, dans l'institut d'audit, il y aura un conseil de veille. Mais nous avons des exemples qui fonctionnent. Prenez par exemple ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture bio. Les organismes certificateurs ne sont pas des organismes de l'État.
Écossaire n'est pas un organisme de l'État. Écossaire est un organisme qui est né au sein de la société civile. Et c'est lui qui audite les exploitations agricoles pour leur donner le label AB. Donc la société civile sait faire ça. Elle l'a déjà fait. Donc laissons de côté toutes les peurs que nous avons que ça pourrait éventuellement ne pas fonctionner. Oui, il peut y avoir des dérapages. Les dérapages, il peut y en avoir partout. Il peut y avoir des collusions d'intérêts, etc. Il pourrait même y avoir, dans un institut d'audit, quelqu'un qui serait acheté pour... Mais ça existe déjà, hein, il me semble. Hein. Et hier, nous avons eu une conférence qui décrivait à quel point il était difficile de pouvoir intervenir quand on voulait dénoncer des payages de pots de vin, etc., des paiements de pots de vin. Hein. C'est extrêmement long. Toutes les procédures juridiques sont extrêmement longues. Ici, dans une organisation comme celle-ci, on pourrait intervenir beaucoup plus rapidement et transformer les choses. Parce que la société civile serait présente à tous les niveaux. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un système parfait. Ça ne peut pas exister. Aucun système n'est parfait et aucun système n'est éternel. Ça veut dire que tout est évolutif. Si on s'aperçoit qu'il faut rajouter encore des choses, on les rajoutera. Si les choses évoluent dans le temps, dans les années à venir, on trouvera des façons de l'adapter. Parce que ce qui est petit est beau. Small is beautiful. Ce qui est petit est transformable. Donc l'Institut d'audit va envoyer des rapports au Conseil de veille du service public, au Conseil de veille du Conseil de coordination, et ces conseils vont devoir réagir très vite. Le cabinet d'audit, par exemple, dans le cas d'un service public bancaire, le cabinet d'audit peut dire que vous avez 1 semaine pour régler le problème. Temps très court. Si vous ne le faites pas, votre accréditation sera supprimée. Nous allons prévenir le conseil de coordination et l'accréditation sera supprimée. Donc, nous pouvons voir ainsi comment le service public peut descendre au niveau de la société civile, au niveau des citoyens. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que l'État est là présent dans la circulation entre tous ces organismes. Et rendez-vous compte à quel point nous pourrions citoyenner si nous entrions dans une telle pratique. Il nous faut maintenant nous mettre au travail et commencer. Oui, bien sûr, il y a quantité d'exemples où on voit que la société civile fait très bien les choses et elle peut même être plus exigeante, hein, puisque vous citez Nature et Progrès. Le label Nature et Progrès, le label Déméter, sont des labels beaucoup plus exigeants que le label AB qui a été récupéré par le ministère de l'Agriculture. Hein? Oui. Donc, on a là, on voit que la société civile peut faire et peut apprendre à faire en même temps, en devenant une institution apprenante. Ce que je vous ai exposé là, ce ne sont pas des choses qui peuvent être mises en route tout de suite demain. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans la société civile, nous cherchons un peu partout des techniques presse-bouton. Hein?
Dans le domaine de la monnaie, on appuie sur un bouton, on fait ça et ça va marcher. Dans le domaine du revenu, on fait ça et ça va marcher, etc. Mais en faisant cela, nous ne remontons pas suffisamment aux causes. Donc il nous faut d'abord et avant tout nous réunir entre citoyens et travailler ces questions-là, les approfondir, pour pouvoir transformer. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons retarder cette possibilité de transformation pour plusieurs décennies. Nous sommes actuellement dans une situation en France et en Europe où la société civile est en train d'émerger de plus en plus, est en train de se mobiliser de plus en plus, et l'on voit fleurir partout quantité d'initiatives qui sont réjouissantes. Mais si nous ne nous occupons pas de ce qui se passe en haut, dans l'appareil d'État, là où l'on croit avoir la souveraineté, là où l'on dit « moi président », nous devons nous occuper de cette question-là en priorité. Et d'arrêter de croire qu'il y aura un homme, une femme providentielle. Ça veut dire que nous devons commencer maintenant à travailler sur ce que devrait être une organisation de l'État. Nous devons nous l'approprier parce qu'il nous faut pouvoir amener ça de plus en plus dans notre entourage, en parler dans des cercles de plus en plus larges, de façon que nous puissions répondre à la quantité d'objections qui viendront. Parce que bien sûr, et c'est normal, il y aura des objections face à ça. Et que ferez-vous dans telle situation? Et que ferez-vous dans telle situation? Il nous faut nous entraîner à être rodés à cela. Et ça, c'est la tâche la plus importante et la plus urgente, à mon sens, d'après ce que j'observe partout, où je vois une perte d'énergie, une dilapidation de ces magnifiques énergies dans plein de détails, qui ne sont pas des détails en eux-mêmes, mais qui, par rapport à cette cause première, peuvent apparaître comme venant en seconde, troisième ou quatrième position. Réglons d'abord la question de la souveraineté du peuple, écrivons une constitution en partant sur les bases que j'ai esquissées aujourd'hui, et nous verrons à ce moment-là que toutes les autres causes pourront trouver peu à peu, avec le temps, leur solution. C'est ce que j'appelle une démocratie évolutive, c'est-à-dire commencer à évoluer progressivement. Et ça ne veut pas dire nous voulons avoir la Constitution tout de suite pour commencer. Nous pouvons commencer déjà localement dans certaines situations. Et pour cela, il nous manque une chose, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est le droit à l'expérimentation. C'est la possibilité d'expérimenter, éventuellement en dérogeant à certaines règles existantes. Ça veut dire, par exemple, la possibilité de pouvoir ouvrir des écoles de la société civile. Ça veut dire la possibilité de pouvoir ouvrir des banques de la société civile, un service public de la monnaie. Et ça, il serait possible de le commencer localement, avec des règles, avec toute une organisation, bien sûr, très très précise et que je décris dans mon livre, mais nous pourrions le faire localement, ou sur une banque peut être localisée à Figeac, par exemple, et agir sur l'ensemble du territoire. Hein. Donc il nous faut commencer à
demander le droit d'expérimentation. Donc nous avons 3 droits à demander, le droit d'initiative, le droit de référendum et le droit à l'expérimentation. Merci pour votre